Reste couché, mon vieux, ou tu vas encore te faire avoir. » Les mots, tranchants comme du verre brisé, résonnèrent dans l'allée lumineuse de l'épicerie Marchand, ricochant sur les conserves de petits pois et de maïs empilées en pyramide. Étienne Morel, 90 ans, gisait sur le sol en linoléum glacé, une douleur vive, étrange et terrifiante, parcourant son corps frêle. L'odeur âcre d'ozone, celle que dégage un taser en décharge, lui envahissait les narines, se mêlant à celle plus banale de la cire pour sol et des pêches mûres. Il avait simplement voulu sortir son portefeuille, un geste lent, mesuré, dicté par un corps ayant connu près d'un siècle de lever de soleil. Il voulait payer son pain noir et son petit carton de lait, ses essentiels hebdomadaires. À présent, tout n'était plus qu'un flou de néons et de bottes noires luisantes, celle de l'agent de police planté devant lui, figure d'autorité froide et implacable. Sa hanche le lançait depuis sa chute. L'incrédulité luttait en lui contre un instinct plus ancien, celui de rester immobile, d'endurer. Si vous pensez que chaque être humain, surtout ceux qui ont servi, mérite la dignité, tapez honneur en commentaire. Étienne Morel était un homme fait de routines discrètes et d'histoires non dites. Il vivait seul dans une petite maison bien rangée de la rue des Acacias, une bâtisse qui, comme lui, avait vu passer les décennies, mais tenait encore debout, digne. Les matins étaient consacrés au journal et à un thé léger, les après-midi à son carré de rosier, ceux qu'aimait sa défunte épouse Lucie, et les soirées à l'écoute crépitante de la vieille radio. Ses gestes étaient mesurés, prudents, trahissant ses articulations usées, mais jamais la fermeté de son caractère, forgé dans des épreuves qu'il ne mentionnait jamais. Les voisins voyaient en lui un vieil homme poli, discret, un peu voûté, la voix douce, le regard souvent perdu vers l'horizon, au-delà des haies bien taillées. Ils ne voyaient pas l'ombre du jeune soldat qui avait bravé le feu sur les plages ennemies, ni l'officier qui avait ramené ses hommes au complet contre toute attente. Ils ne voyaient que son vieux cardigan bleu pâli, le tremblement de ses mains, le camouflage ordinaire de l'âge avancé. Ce mardi, comme chaque mardi, était jour de course. Étienne avait enfilé son coupe-vent le plus propre, bien que râpé, vérifié sa modeste liste d'achats et pris son cabas en toile usée. L'air à l'intérieur de l'épicerie Marchand était frais, un répit bienvenu contre la moiteur estivale. Il avançait lentement dans les rayons, sa canne tapant un rythme léger sur le sol lisse. Il ne gênait personne, du moins le croyait-il. L'incident débuta près des caisses. Une caissière nerveuse, croyant qu'Étienne fouillait dans sa poche pour cacher quelque chose, avait passé un coup de fil précipité. Peut-être qu'il essaie de voler un article, avait-elle soufflé, émue d'un drame peut-être imaginaire. L'agent Damien Lefebvre, jeune policier avec à peine 3 ans d'ancienneté, accourut sur les lieux, gonflé de son importance. Sa main reposait déjà sur son taser, réflexe ancré. Il aperçut Étienne, vieil homme désorienté par cette soudaine confrontation, et son esprit, déjà conditionné au soupçon, tira une conclusion hâtive. « Monsieur, montrez-moi immédiatement ce que vous avez dans vos poches. » Sa voix était dure, tranchante, rompant le bourdonnement discret des congélateurs. Étienne, malentendant, cligna des yeux. « Pardon, monsieur l'agent ?» murmura-t-il. « Videz vos poches, maintenant, le vieux. » Le ton ne souffrait aucune contestation. Lefebvre, jeune et sûr de lui, interpréta la lenteur d'Étienne non comme de l'âge, mais comme une résistance. Des clients commençaient à remarquer, formant un petit attroupement à distance prudente. Les murmures se propageaient. Étienne, confus, tenta de s'expliquer. « Mon portefeuille, c'est pour payer le pain. » Sa main tremblante se dirigea vers la poche intérieure de sa veste. Le geste, familier, accompli des milliers de fois. Mais Lefebvre y vit une menace. « Pas bouger! Les mains en l'air !» cria-t-il. La tension monta. Un vieil homme, un pain, un carton de lait et une arme prête à se déclencher. Étienne s'immobilisa, la main près du cœur. « Je ne comprends pas, » souffla-t-il. « C'est mon argent pour les courses. » Il tenta de désamorcer le malentendu. Mais Lefebvre ne l'écoutait pas. Il vit une désobéissance. Il vit une menace. Ceci est un ordre. « Montrez-moi vos mains et reculez. » Plus fort encore. Le gérant du magasin, M. Marchand, accourut. « Monsieur l'agent, il y a un problème ?» demanda-t-il inquiet. Lefebvre le repoussa d'un regard. « C'est une affaire de police. Circulez. » Il fit un pas vers Étienne. « Dernier avertissement, le vieux.
Obéis ou je t'y force. L'esprit d'Étienne, d'ordinaire si clair, était noyé de peur et d'incompréhension. Il tenta une dernière fois de sortir son portefeuille. « C'est là, dit-il faiblement. C'est à cet instant que Lefebvre décida d'agir. Il ne vit pas un vieillard hésitant, mais un suspect récalcitrant. Le craquement du taser claqua dans l'air. Étienne hurla. La douleur fut fulgurante. Son corps se contracta, tétanisé. Il s'effondra. Le pain noir et le lait roulèrent sur le sol. Les visages des témoins se brouillèrent. Certains crièrent. « Reste couché, mon vieux, ou tu vas encore te faire avoir, lança Lefebvre, haletant, le doigt encore crispé. Étienne, au sol, peinait à respirer. Son portefeuille, expulsé par la chute, glissa un peu plus loin, s'ouvrant en tombant. À l'intérieur, près d'une vieille photo fanée de Lucie, brillait une petite insigne métallique, des ailes de parachutiste miniature et un écusson bleu marine orné d'une étoile d'argent. Un insigne rare, presque oublié, appartenant à une unité dissoute depuis longtemps. Personne ne le remarqua, sauf un jeune employé, Julien, qui observait la scène, figé d'horreur. Passionné d'histoire militaire et aspirant réserviste, il reconnut l'insigne, quelque chose de spécial, quelque chose de sacré. Pendant que Lefebvre menottait Étienne au sol, Julien sortit son téléphone. « Tonton Bernard, c'est Julien, tu ne vas pas y croire. » Il décrivit rapidement la scène, l'agression et l'insigne. Il y eut un silence à l'autre bout, puis une voix raide, glacée. « Ne bouge pas, ne les laisse pas l'emmener. »« Je m'en occupe, donne-moi l'adresse. » 6 minutes plus tard, le sol vibrait sous les moteurs lourds. Des véhicules militaires arrivaient. 3, puis 5 Humvee vert olive entrèrent sur le parking de l'épicerie marchand. Ils ne se garèrent pas. Ils formèrent une barrière. Des marines descendirent, silencieux, organisés. Ils sécurisèrent la zone. Lefebvre, occupé à faire son rapport, entendit le bruit. Il leva les yeux, irrité. Ce qu'il vit le figea. À travers les portes vitrées, un homme s'approchait, escorté par 2 marines en uniforme d'apparat. Sa prestance était irréelle. Sur ses épaules brillaient 2 étoiles d'argent. Le général de division, Marc Delattre, entra sans ralentir. Son regard balaya la scène. Le vieil homme au sol, les clients choqués, le policier hébété. Il s'arrêta devant Lefebvre, sa voix basse mais coupante. « Expliquez-moi immédiatement pourquoi un héros décoré de la République est menotté sur le sol d'une épicerie. » Lefebvre balbutia. « Mon général, cet individu résistait. Comportement suspect. J'ai suivi le protocole. » Le général s'avança d'un pas. « Monsieur Morel n'est pas un individu. Il est adjudant-chef Étienne Morel, retraité. Ancien du 3e bataillon de commando parachutiste. 2 croix de guerre, 3 médailles militaires. 5 blessures au combat. Il a tenu une position seul pendant 6 heures à Dien Bien Phu. Il a formé des générations de soldats, dont moi. Et vous l'avez tasé pour du pain. » Un silence de plomb s'abattit. Le gérant faillit s'évanouir. Julien sentit son cœur exploser de fierté. Lefebvre devint livide. « Je ne savais pas, » murmura-t-il. « Précisément, » répondit le général, froidement. « Vous n'avez pas su. Vous n'avez pas cherché. Vous avez vu un vieux. Vous avez présumé. Vous avez blessé un homme dont vous n'êtes pas digne de lasser les bottes. » Il se tourna vers ses sergents. « Aidez Monsieur Morel, tout de suite. » Les marines s'agenouillèrent avec respect, retirèrent les menottes, l'aidèrent à se relever. Ils ramassèrent le pain et le lait avec une attention quasi religieuse. Le général fit face à Lefebvre, démoli. « Votre supérieur recevra un rapport. Et les affaires internes aussi. Votre comportement est une honte pour l'uniforme. » Lefebvre baissa les yeux, vidé, anéanti. Les clients, d'abord muets, commencèrent à s'agiter, honteux de leur silence. Certains pleuraient. Étienne, debout, vacilla. Il leva les yeux vers le général. « Marc, c'est toi, fiston ?» Le général se radoucit. « C'est moi, mon adjudant. On est là ?» Ils sortirent. Les marines dehors se mirent au garde-à-vous. Une chaise roulante fut proposée, mais Étienne la refusa. « Je peux marcher ?» dit-il. Il s'appuya sur sa canne et sur le bras du sergent, avançant dignement jusqu'au véhicule. À l'intérieur, Lefebvre restait seul, le taser gisant sur le sol, sinistre. Le gérant se tourna vers lui. « Sortez, maintenant. » Étienne rentra chez lui. Des douleurs, oui, mais l'honneur intact. Son bras tremblait un peu, son souffle était plus court qu'avant, mais chaque pas qu'il faisait résonnait comme une déclaration silencieuse. Il ne plierait pas. Sur le chemin du retour, des voisins ouvrirent leurs fenêtres, levèrent la main, certains timidement,
d'autres les yeux humides. Personne ne lui demanda ce qui s'était passé. Ils avaient tous vu la vidéo. Ils savaient. Chez lui, il posa lentement sa casquette sur le porte-manteau, frotta ses tempes, puis arrosa ses rosiers. Il n'en ratait jamais une goutte, même ce soir-là. Il prit le temps, comme s'il fallait ramener un peu de beauté à ce monde qu'il avait fait tomber à genoux. Le lendemain, il reçut une lettre. Pas de timbre, glissé sous la porte. Écriture fine, tremblée. Une ancienne élève, sans doute. « Merci pour ce que vous m'avez appris. Vous étiez mon repère. Vous l'êtes toujours. » Le mardi suivant, il revint à l'épicerie. Non pas pour faire un acte de bravoure, ni pour marquer les esprits, mais parce qu'il avait besoin de son pain et de ses pommes. Parce qu'on ne change pas ses habitudes pour ceux qui ne méritent même pas notre colère. Le gérant l'attendait. Il sortit aussitôt du comptoir, l'accueillit comme un invité d'honneur. Pas un mot sur ce qui s'était passé. Juste un regard chargé de respect, un sourire qui s'excusait pour tous les silences du passé. Il l'accompagna lui-même dans les rayons, insistant pour porter le panier. À la caisse, il repoussa la main d'Étienne qui sortait son portefeuille. « Aujourd'hui, c'est pour moi. » Étienne voulut protester, puis hocha la tête. Parfois, accepter un geste est un autre type de courage. Les gens souriaient, saluaient, certains le remerciant, non pour ce qu'il venait de faire, mais pour ce qu'il avait vécu. Une femme d'une quarantaine d'années s'approcha. « Mon père était dans votre régiment. Il parlait de vous comme d'un roc. » Elle ne dit rien de plus, mais serra sa main longtemps. Dehors, un enfant tira sa mère par la manche. « C'est lui, maman. C'est le monsieur. » Étienne se tourna, leur adressa un simple signe de tête, puis il rentra. Cette semaine-là, ses rosiers fleurirent comme jamais. Des éclats de rouge et de rose tapissaient la grille. Des passants s'arrêtaient, prenaient des photos. Certains déposaient discrètement un mot ou un dessin. « Merci, adjudant-chef. Vous êtes un modèle. » Une voisine, qu'il ne connaissait que de vue, vint lui demander conseil sur l'entretien de ses pivoines. Il accepta, comme si de rien n'était, comme s'il n'était qu'un vieux monsieur avec un arrosoir. Le monde n'avait pas changé. Les infos parlaient toujours des mêmes violences, des mêmes indifférences. Mais un coin, un petit, avait été rappelé à l'ordre. Les héros sont souvent dissimulés sous les rides, les silences et une paire de chaussures usées. Ils ne demandent rien, mais méritent tout. À commencer par le respect. Tapez honneur si vous êtes avec l'adjudant-chef Morel.